Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. C'est une sorte de philosophie positiviste, euh, téléologique, qui pense que, ben oui, les choses s'améliorent. Le mal régresse et on a le sentiment que le mal augmente, mais en réalité, c'est notre sensibilité au mal qui augmente. Voilà, et donc on va progressivement vers un fonctionnement universel, politiquement parlant, un fonctionnement totalement universel, euh, qui aurait toutes les formes d'une parfaite démocratie, c'est-à-dire avec euh, une protection absolue de chaque être humain qui apparaît sur cette planète et qui appartient à l'humanité, donc un système démocratique où le peuple dans son ensemble, c'est-à-dire les élites, les ouvriers, les plus riches, les plus pauvres, les handicapés et ceux qui ne le seraient pas. Bref, voilà. Que chaque être humain qui apparaît sur cette planète est choyé, protégé par l'ensemble de la communauté humaine qui fonctionne universellement. On va vers cet état-là. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. On arrive vers la fin de ce processus d'évolution. La plus grande partie, on l'a déjà accompli. L'humanité, entre le moment où elle s'est séparée des autres primates et aujourd'hui, on voit tout le chemin qui a été accompli. Et on est passé du clan à la réunion de plusieurs clans qui donnaient une tribu, la réunion de plusieurs tribus qui donnaient des cités, la réunion de plusieurs cités qui donnaient des pays, les pays qui évoluent en nations, les nations qui commencent, qui arrivent dans un système où on a construit la communauté des nations, l'ONU, l'organisation des Nations Unies. Donc on a construit déjà toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, etc., etc. Donc tout est, tout, une grande partie des choses sont déjà les structures de base, l'architecture est déjà faite. Il faut juste les faire hisser la conscience humaine à ce degré-là, ça prendra quelques siècles, et les rendre tout à fait justes, parfaites, idéales. Il faut que l'ONU devienne un système complètement juste qui s'occupe de chacun de ses petits, de chacune de ses nations, de ses peuples, voilà, qui ne privilégie pas un peuple, qui ne privilégie pas l'Occident sur le monde, sur, sur d'autres régimes ou quoi que ce soit. Donc, on voit bien que ça demande encore du travail, on l'accomplira, on y arrivera. Alors, ça c'était l'introduction. Je travaille sur cette émission euh, de, de Géraldine Mühlmann avec philosophie, que je trouve géniale, hein, je l'ai déjà dit. Et là, aujourd'hui, cette nuit, j'ai entendu l'émission sur Aristote, l'épisode 2 sur 4. Quel est le meilleur régime politique identifié par Aristote? Et surtout, elle fait intervenir deux personnes extraordinaires, Pierre Pellegrin et René de Nicollet. Alors, Pierre Pellegrin, philosophe, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire de la philosophie antique et notamment d'Aristote, et René de Nicollet, agrégé de lettres classiques, docteur en philosophie de l'ENS et de l'université de Princeton, et chercheur associé à l'université de Zurich. Voilà. Et donc, c'est là, il y a une vision, et notamment donc
Pierre Pellegrin qui a une connaissance d'Aristote vraiment profonde, et puis surtout une vision philosophique du monde. Il est écrit qu'il est philosophe, et ben voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça, un philosophe, c'est quelqu'un qui a la capacité de, de voir la subtilité des choses, la complexité, et de tenir compte de tout, du panel global d'une chose, et non pas de s'arrêter. Dans la vidéo précédente, j'ai été un peu critique sur justement la façon dont la présentation a été faite par Géraldine Mulman. En privilégiant de braquer la caméra sur la révolte iranienne, ce qui était logique, hein, en même temps, mais sans parler des révoltes occidentales, de la révolte française, etc. Ça aurait pu mettre en perspective, et c'est ça, mettre en perspective, avoir une vision universaliste des choses. Et c'est, à mon sens, ce que je ressens chez Pierre Pellegrin. Voilà. Pardon, René de Nicolaï. Oui, tout à fait. L'émission d'hier l'a démontré amplement. C'est pas pour faire de la pub pour Aristote, je crois qu'il n'en a pas besoin, mais il faut quand même s'imaginer un auteur qui est sans doute le plus grand biologiste de son temps, et en même temps Pierre Pellegrin a écrit magistralement sur le sujet, qui adopte dans l'analyse des régimes politiques une perspective quasi biologique. D'abord en classifiant les régimes, ça c'est super, c'est hyper intelligent. Aussi les partis, un peu comme un anatomiste. Comme les parties des animaux. Comme les parties voilà, des animaux. donc, il faut imaginer quelqu'un pour prendre... Donc il prend la complexité, c'est ça, c'est pas... Le problème de certains philosophes, et c'est pour ça que quand je dis que les gouvernements doivent faire rentrer près d'eux des parties du peuple, des citoyens ordinaires, avec l'oligarchie, qu'il y ait des oligarques autour du président, mais aussi des gens du peuple, mais aussi des philosophes, et c'est ce type de philosophe qu'il faut, des philosophes avec cette dimension aristotélicienne, on va dire. Bon, il y avait des choses qui à l'époque d'Aristote qu'on ne peut plus penser maintenant, sur l'esclavage, etc. Mais c'était cette vision de la complexité, cette vision vraiment globaliste des choses, qui peut tenir compte de tous les mouvements, de tous les systèmes et de l'ensemble. Et donc, ce qui serait bien, c'est que des hommes comme ça, comme Pierre Pellegrin, des philosophes comme ça, soient des conseillers autour du président dans une sorte de groupe qui réunit l'ensemble français, l'ensemble de la population, voilà, et pas seulement une oligarchie qui est là et qui travaille que pour soi-même. Voilà, on veut ça, nous on veut ça. Le patronat, le MEDEF, il est là, au fond, c'est que ça qui se retrouve autour du politique. Il est déconnecté d'une grande partie de la population. Et donc, c'est pas possible. Parce que, évidemment, s'il est harcelé tout le temps par un MEDEF qui lui dit ben, nous, on veut ça, il faut prendre ça, il faut aller, voilà, sur les retraites, il nous faut ça, sur les salaires, il nous faut ça, etc., etc. On ne peut pas vivre sur un système comme ça. Et c'est pour ça que là, la politique privilégie l'oligarchie et révolte le peuple. Et le peuple a tout à fait raison de se révolter devant une chose comme ça. C'est extrêmement sain. Voilà. Et c'est ce qui est malsain, c'est d'aller lui casser les doigts, les mains, les yeux, etc. Donc, pour essayer d'imaginer un équivalent actuel qui serait à la fois un très grand anatomiste qui, je sais pas moi, publierait dans Nature un article sur l'anatomie du Bernard l'Ermite, et qui en même temps serait le spécialiste mondial de
la démocratie américaine, de la démocratie française et de la monarchie britannique. Oui, ça fait Alors, un je voudrais qu'on symbole. éclaircisse faut le néanmoins les Bon, mots, maintenant, parce que les mots alors, sont un peu piégés. Il faut... à l'époque, alors bien sûr qu'il y a deux choses, évidemment. Alors, il y a des gens de l'équivalent aussi intelligents qu'Aristote, aussi pertinents, aussi puissants, aussi euh, forts. Ils existent. À l'époque d'Aristote, la politique était quand même moins enrichie. Maintenant, il faudrait ça serait beaucoup plus compliqué parce que les choses se sont enrichies, évidemment. Mais ils existent. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de siècles qui nous séparent des Grecs anciens. Alors voilà, d'abord, le mot ça. démocratie. Elle a raison. Démos, c'est pas un mot très... C'est la populace, souvent, me semble-t-il, chez les Grecs. Est-ce que c'est la raison pour laquelle c'est un mot qui n'est pas apprécié et quand on veut parler des bienfaits de la démocratie, on essaye de trouver un autre mot? Pierre Pellegrin. Alors, la démocratie est un terme péjoratif pour les philosophes post-socratiques. Mais pour les autres Grecs, comme Thucydide, c'est un régime très bon, parfait, dont Athènes est très fière. Donc, oui. Donc Démos ne voulait pas du tout dire la populace avec le mépris. Ça peut. Mais pour Thucydide, pas encore. C'est ce que vous dites. Non. Ça peut. Mais il n'empêche que la démocratie est, pour Aristote, sur la voie de l'excellence. Il préfère une démocratie à une tyrannie. Et même le mot, ça ne le dérange pas. C'est le problème du mot qui m'intéresse. Non, le mot est péjoratif. Et elle est sur la voie de l'excellence. Voilà. C'est un progressiste, c'est un téléologiste, Aristote. Et c'est là où il est génial pour une pensée. De toute manière, voilà, cette vision comme ça, progressiste, qui peut penser que la démocratie s'améliore et qu'elle est perfectible en somme. Évidemment que l'autocratie ou la dictature, ça ne s'améliore pas. Il n'y a pas de... ça n'a rien à voir avec un régime comme ça. C'est une constitution déviée. Vous savez, il y a 3 constitutions droites qui prennent en compte l'intérêt commun ou l'avantage commun, et 3 constitutions déviées qui leur correspondent. La démocratie correspond, c'est la déviation de la politeia du régime constitutionnel. Et la démocratie ne prend en compte que les intérêts de la populace. Vous avez raison. Alors chez Platon, si je comprends... Voilà, alors c'est une démocratie qui prend en compte que les intérêts de la populace, c'est une mauvaise démocratie. C'est pas celle qu'on a. Nous, on a une démocratie qui prend en compte que les intérêts de l'oligarchie. Donc, on est dans une mauvaise démocratie aussi. La bonne démocratie, c'est celle qui prend en compte tout le monde. Voilà. Et dont les corps intermédiaires, les hommes politiques, les médias, etc., les syndicats, les oppositions, peuvent protéger les peuples de la voracité de l'oligarchie. C'est tout. C'est ça. C'est l'équilibre, il est là. Si il y a cet équilibre-là, c'est parfait. S'il y a cet équilibre-là, le peuple est heureux. Il n'est pas en révolte, il n'est pas en révolution. Dans les années 50-60, quand De Gaulle propose ce type de démocratie avec vraiment un corps intermédiaire des syndicats puissants, lui qui est vraiment entre le politique et entre l'oligarchie, entre les grands patrons et le peuple, et donc qui sait mettre au pas les grands patrons, il établit une démocratie vraiment agréable à vivre. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de bienfait de la démocratie. On n'a pas besoin de chercher un autre mot. Le mot est uniment négatif. C'est bien ça. Il déteste tout ce qui se rapproche du gouvernement de la multitude. Platon, c'était un oligarque. Ouais. Il était pour les tyrans. Oui. Donc, il était surtout pour l'aristocratie des philosophes. Mais malheureusement, il n'y a qu'au moment de la tyrannie qu'on peut espérer qu'un philosophe donne de bons conseils aux tyrans et qu'il fasse revenir les philosophes au pouvoir. On peut dire ça. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on apprend. Hein. C'est génial parce que purée, c'est là où c'est tragique d'habiter si loin
de ces professeurs-là pour pouvoir aller les écouter, parce que c'est un pur régal. Il y a quelque chose. Et ce qu'elle vient de dire, là, Géraldine Mühlmann, c'est vrai que, bon, le seul moment où les philosophes peuvent donner des très bons conseils, c'est quand ils sont à côté d'un tyran. Évidemment, là, c'est... Même les plus mauvais philosophes qu'on a, ils arriveraient à bien conseiller des tyrans, quoi qu'il arrive. Espérons qu'ils soient présents quand les tyrans vont prendre le pouvoir, parce que malheureusement, cette démocratie est en train de nous amener un tyran dans les pattes. Donc il faudra que les philosophes qui sont actuellement, qui travaillent pour la tyrannie sans le savoir, d'un excès ou de l'autre, hein, parce que les deux excès des philosophes travaillent pour imposer cette tyrannie sans le savoir. Bon, bref, je me comprends. Non, bon, on va en parler parce que Oui, j'ai un texte pour vous de Platon. Mais pouvez-vous préciser chez Aristote, parce qu'il y a quelque chose d'étonnant, vous venez de le dire, quand il veut parler de manière positive du gouvernement par tous, il dit la politeia. Or, la politeia, ça veut dire le régime politique. C'est comme si ce régime-là... Oui, ça n'avait pas de constitution par excellence, oui. C'est vrai. La politeia, c'est la ça c'est constitution très par excellence, important. puisqu'elle est droite et elle englobe la grande masse des citoyens. Donc Voilà. ça serait parfait. La politeia, c'est la meilleure démocratie possible, c'est-à-dire une démocratie qui gère, qui s'occupe de tout le monde, qui aime tous ses concitoyens. L'oligarque, comme voilà, qui peut aimer le Bernard Arnault et le balayeur, le garçon de café, la personne et au-delà, le mendiant. Voilà. Qui aime toute sa population et qui choisit toute sa population, qui permet de dire à Bernard Arnault, s'il vous plaît, il faut que c'est pas possible que vous payiez 10 ou 15% d'impôts, d'accord? Alors vous êtes gentil, on va passer à 80%. On est dans un moment difficile, etc. Voilà, vous allez payer 80%. Vous êtes un bon entrepreneur, vous avez envie de faire des choses. Ça, par contre, on trouve que c'est pas bien la façon dont vous vous comportez dans tel ou tel pays, de ce que vous faites, etc. Corrigez-moi ça, s'il vous plaît, etc. Mais voilà, on va prendre ça et on va le distribuer dans le système. Voilà. Et en même temps, on dit au peuple, voilà, on a la chance d'avoir des personnes comme ça, et eux ont la chance d'avoir un peuple français comme ça, voilà, qui est l'amour qui passe entre les... Donc le régime qui n'est pas qualifié de quelque chose, celui-là, c'est ce que nous appelons en un sens plus positif que les Grecs, la démocratie. Oui, exactement. Voilà, et le fait qu'il ait employé le mot commun de régime ou de constitution, c'est pas innocent. Je veux dire, ça veut dire c'est la constitution par excellence. Ouais, c'est le meilleur régime, le régime. Oui. Voilà. René de Nicolaï, il y a un autre mot piégé. Parfois, même souvent, on traduit le livre de Platon qui Péripoliteia sur les choses politiques, à propos de la cité, par la République. Mais ce mot République, il est romain, c'est bizarre qu'on emploie ce mot. Ça crée de la clarté ou de la confusion? Absolument, ça tend à créer de la confusion. C'est à cause de Cicéron, ça. Voilà, c'est à cause de Cicéron. Je vais venir à la rescousse à la fois de Cicéron et de Platon. De Cicéron d'abord en disant que Cicéron a écrit son traité politique majeur des Républica, de la République, en référence à Platon. Mm-hmm. Et c'est par ce choix du titre et en même temps par ce choix à l'intérieur du texte du mot de res publica, la chose publique, la chose du peuple, selon l'étymologie qu'en donne Cicéron, donc dans le corps du texte, que Cicéron a imposé le nom de République pour l'œuvre majeure de Platon. Mais j'ai dit que je viendrais aussi à la rescousse de Platon, dans la mesure où le Platon qu'on lit, et on comprend pourquoi, c'est surtout le Platon de la République. Donc comme vous l'avez dit, République en grec c'est en fait politeia, c'est-à-dire le régime politique. Bon. Mais la carrière et la production de Platon ne se sont pas arrêtées à la République. Il y a aussi son dernier grand ouvrage, Les Lois,
dans lequel Platon définit comme meilleur régime, dans la plupart des circonstances, meilleur régime humain, une espèce de mélange entre démocratie et monarchie. Donc on a, à la fin de la vie de Platon, une forme de réhabilitation de la démocratie. Le bon régime qu'il propose dans les lois sera un mélange de démocratie et de monarchie. Voilà, alors ça, c'est là où on voit que l'évolution mentale d'un être humain, elle est importante. Et donc, Platon, en avançant vers la sagesse, a compris que l'aristocratie, elle a des qualités absolues, évidemment, mais que le peuple doit être entendu, doit être vu, doit exister. Et c'est clair que un mélange de démocratie et d'aristocratie, ça c'est un principe démocratique absolu, superbe. C'est-à-dire que l'aristocratie de l'humanité, du peuple, les meilleurs du peuple, on va dire, les plus courageux, les plus intelligents, etc., se hissent en tête du système pour appliquer la politique de l'ensemble, pour appliquer la philosophie, la pensée du peuple, qui est par essence moins bagarreur, moins combatif, plus proche, plus fraternel, plus à même d'aimer son voisin, d'aimer l'autre nation, etc., moins belliqueux, etc., etc. Une super démocratie, une démocratie qui tiendrait vraiment compte de la pensée du peuple sans la manipuler à travers les médias ou à travers d'autres organes, qui ne manipulerait pas le peuple. Une démocratie comme ça serait en paix, parce que le peuple ne déciderait jamais une guerre. Le peuple ne déciderait jamais une régression sociale comme on vient de la vivre avec les 30 ans de néolibéralisme, où ils ont ravagé tous les acquis sociaux. Le peuple s'est fait ruser, il a voté pour ces types-là parce qu'il n'avait pas d'autre choix, en somme, c'était tout. D'abord, il a voté pour la partie à l'époque Mitterrand, en croyant qu'on allait rentrer vraiment dans le social, que c'était quelque chose qui allait se mettre là, et c'est tombé à l'époque où le néolibéralisme, où le capitalisme a flingué le communisme. Donc l'URSS s'effondre et on voit poindre Reagan d'un côté, Thatcher de l'autre, et Mitterrand qui se retrouve au milieu, qui ne peut pas imposer son truc. Et c'est parce que ce n'était pas un bon homme politique. Un bon homme politique, il aurait compris que même si l'URSS tombait, il fallait conserver les valeurs fraternelles, les valeurs d'égalité, les valeurs, toutes les valeurs sociales qui étaient là, et prendre en plus les valeurs de la liberté du capitalisme. Et donc il aurait imposé un système comme ça, et en imposant un système comme ça en Europe, il aurait influé sur ces hyper-libéraux qui sont arrivés tout de suite après Reagan, où on a vu où les Américains sont rentrés en toute puissance avec une vision complètement... et ils ont détruit le libéralisme par l'ultralibéralisme. Ils ont détruit tout ce qu'avait de bon le libéralisme en allant dans l'excès ultralibéral. Ça annonce un peu ce dont Pierre Bellequin parlait tout à l'heure, à savoir un mélange sain entre deux formes qui, lorsqu'elles sont pures, sont viciées. Chez Aristote, c'est la démocratie et l'oligarchie. Chez Platon, c'est la démocratie et la monarchie. On va rester un tout petit peu sur Platon. Vous voulez dire quelque chose là? C'est pas sûr que ça annonce. Peut-être que ça reprend. Absolument. Oui. Parce que les carrières de Platon et d'Aristote se chevauchent. Et comme on disait hier, on ne connaît pas la chronologie. Il se peut qu'il ait réfléchi à cette idée que le mélange de deux régimes viciés, parce que les lois, c'est quand même le dernier, si on laisse l'épinomie de côté, c'est quand même le dernier
grand dialogue d'Aristote, de Platon, pardon. Oui, oui. Très rapidement, quand on lit les lois, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'Aristote y a mis la main d'une façon ou d'une autre. La cosmologie des lois dans le livre 10 annonce la métaphysique d'Aristote par bien des côtés, cette théorie du régime mixte, la théorie de la vertu, même la poétique et la théorie notamment de la mimésis qui est proposée dans les lois de Platon semble annoncer Aristote. Livre 7, oui. Oui. Donc vous voulez dire que quand Aristote arrive à 17 ans à l'Académie de Platon, Platon a déjà 60 ans, au moins même, 61, 62 ans, et en réalité, ce jeune homme pourrait avoir eu de l'influence sur ses dernières œuvres. Et oui. Ben, certainement, et réciproquement. Voilà, c'est quelque chose qui se transmet comme ça entre les deux. C'est évident qu'il y a une grosse... un passage entre ces deux pensées, et c'est tellement bon de penser qu'ils ont été ensemble, qu'ils se sont croisés. C'est quelque chose, parce que c'est deux formes de pensée supérieures, faut le dire, supérieures, mais bon, il faut suivre ma philosophie pour voir qu'il n'y a pas de supérieur fondamental, c'est juste des formes. Dans l'humanité, on est tous égaux, exactement égaux, et le plus voilà, il n'y a pas de distinction, mais c'est très important, et je pense que une partie de la spiritualité d'Aristote décline de tout le travail de Platon. Oui, il a écrit les lois à 80 ans. Donc Platon a écrit les lois à 80 ans. Donc Aristote avait presque 40 ans. Il était... Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça ringardit, si j'ose dire, le fameux texte de la très mal nommée République, vous venez de le dire, de Platon, décidément que de correction. Et on va quand même le lire, ce texte qu'il faut donc vraiment relativiser, mais qui est extrêmement célèbre, au livre 5 de la dite République. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée pour que ça soit pas trop long. Merci de votre écoute, à bientôt.